Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour le 4e épisode consacré aux championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu à Berlin en Allemagne il y a un peu plus d'un mois maintenant. Alors comme vous le savez, nous vivons une période assez particulière et on est actuellement dans mon bureau, on n'est pas à l'extérieur, on est confiné chez nous comme la plupart des êtres humains sur cette terre, puisque nous luttons actuellement contre cette pandémie de Covid-19 et j'ai une pensée très émue et toute particulière pour l'ensemble du corps médical qui lutte sans relâche contre ce virus et j'espère de tout cœur que cette situation se résorbera le plus vite possible. Alors il faut le savoir aussi que cette vidéo n'a failli ne jamais sortir. J'ai malencontreusement perdu ma GoPro en plein championnat et j'étais persuadé que ça y est, c'était fini, pas de vidéo, impossible de la sortir. Mais les organisateurs me l'ont gracieusement renvoyée, ils ont réussi à la retrouver dans le vélodrome et j'ai donc pu faire et produire cette vidéo avec quelques changements puisque j'ai perdu beaucoup de rush que j'avais tourné pendant le championnat et pendant toute cette semaine à Berlin. J'ai donc dû réécrire cette vidéo et j'espère de tout cœur que ce format vous plaira. Nous allons ensemble, à travers ce 4e épisode, analyser et décrypter la course Scratch qui a eu lieu le jeudi 27 février à 20 h à Berlin. Pour cela, des plans de la course accompagnés de chiffres. Et les chiffres vont vraiment nous servir à mieux comprendre l'intensité qu'il y a eu lors de cette course. Bien évidemment, je vous retrouve en fin de vidéo pour le bilan. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Et vous? Allez, à toutes pour le bilan. Salut. Venir à Berlin, c'était quelque chose de très particulier pour moi. Il faut savoir que j'ai une attache avec cette ville. J'y ai vécu pendant quelques mois pour mes études. Je parle couramment allemand. Et je vous avouerai que c'était assez fort pour moi de revenir ici à Berlin. On découvre ici la Potsdamer Platz, qui est l'équivalent de la Défense pour Paris, avec l'Ossony Center que vous voyez à votre droite, et la girafe qui est devant le magasin Lego, cette girafe qui est très connue d'ailleurs à Berlin. Ici c'est Tempelhofer Park, c'est un parc très connu à Berlin, il est immense, il est même plus grand que Central Park à New York. C'est un ancien aéroport qui a été transformé en espace vert et il y a une piste cyclable assez longue sur laquelle on peut s'entraîner. D'ailleurs je m'y entraînais quand j'y habitais, donc c'est toujours bien de pouvoir y revenir et pouvoir s'y balader. Avant de revenir à l'hôtel, un petit passage par Tiergarten, c'est l'un des poumons de la ville de Berlin. C'est également un parc immense et il est en plein cœur de la ville, en plein centre-ville. Et d'ailleurs j'y ai vécu lorsque j'habitais à Berlin. Et pour finir cette mini-visite de Berlin, la Bannauer Straße, c'est une rue très importante à Berlin puisqu'elle abrite le mémorial du mur de Berlin et c'est une rue qui est vraiment très marquée par ces vestiges du mur. Mais si nous sommes venus à Berlin, ce n'est pas pour faire du tourisme mais bel et bien pour la compétition. Et on va découvrir ensemble ce vélodrome de Berlin et cette piste de Berlin qui est localisée à Prenzlauer Berg dans l'arrondissement de Pankow. Mais c'est une piste qui a été construite dans les années 90. Et c'est une piste qui a des caractéristiques très particulières, elle est extrêmement rapide avec ses virages relevés et sa ligne droite très plate. Et surtout il y avait deux choses très importantes qui permettaient vraiment d'aller très vite sur cette piste. C'est à la fois la température qu'il faisait dans le vélodrome, il faisait vraiment chaud dans le vélodrome et donc forcément lorsqu'il fait chaud dans un vélodrome et sur une piste, elle est forcément plus rapide car le bois est plus sec. Et la deuxième chose c'est que la pression atmosphérique était très très faible et donc la pénétration dans l'air était meilleure. Les deux réunis font forcément une piste très rapide et on va le voir au moment de la course. Bien sûr, après chaque séance d'entraînement, un petit retour au calme sur les rouleaux. J'avais la chance d'avoir mon vélo de route avec moi, c'est toujours un plus. Je suis vraiment concentré et j'ai hâte d'y être, mais par rapport à mes deux premiers championnats du monde, j'ai moins de pression, moins de stress. J'ai juste envie d'être sur mon vélo et de faire cette course que j'attends depuis plus d'un an maintenant. On se retrouve le lendemain sur la piste pour la course à suivre. Nous y sommes, c'est le grand jour. Nous sommes le jeudi 27 février. Ça fait un an que j'attends cette course et ça y est, c'est le grand moment. C'est l'heure du scratch sur ce championnat du monde de Berlin. Vous allez voir sur la start list, qui dit championnat du monde dit peloton de très grande qualité et on va le voir sur la start list. Il n'y a que des grands noms. Des anciens numéros 1 mondiaux, des champions du monde en titre, des vainqueurs de manches de coupe du monde. Il y a du très lourd au départ et forcément l'envie elle est importante de performer face à ces coureurs là
On voit actuellement la start list et dans quelques secondes on se retrouve sur la piste pour le départ. Ça y est, c'est le grand moment, le départ approche, nous sommes sur la piste, je suis placé en 7ème position sur la balustrade. Alors il faut savoir que le placement au départ, il est lié à notre classement UCI, c'est-à-dire à notre ranking, le classement international actualisé chaque semaine par l'UCI, par l'Union cycliste internationale. Et puisque j'étais en 17ème position avant cette course, j'ai donc été placé en milieu de peloton. Je suis donc à la balustrade, j'attends le départ de la course et comme vous pouvez le voir, tout le monde est très concentré, la concentration et l'attention est à son maximum. Tout le monde attend qu'une chose, c'est que le commissaire de course donne le départ et ça y est, c'est parti. Les premiers tours servent généralement de lancement pour les coureurs. On lance notre braquet, on passe les premiers relais. Et c'est vrai que sur les images, on n'a pas l'impression que ça roule très très vite, mais je peux vous assurer que ça envoie déjà dès le début. Notre vitesse de croisière atteint les 53 km/h à ce moment-là. Et donc c'est vrai que les images portent à confusion, mais ça roule déjà très très vite dès le début de course. À peine le temps de s'échauffer que déjà vient la première attaque, c'est le coureur américain avec son sprint très particulier, puisqu'il a un sprint de 28 cm, qui porte la première offensive. Alors moi je suis un peu à l'arrière, donc je suis un peu surpris au début. Et on va le voir sur les chiffres après, ça roule déjà très 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 vite. Ce coureur, il a décidé d'attaquer, il veut pas attendre le sprint, il veut vraiment s'échapper. Et comme les chiffres le prouvent, la première attaque, elle va donner le ton de cette course. C'est un championnat du monde et les coureurs veulent vraiment en découdre. Et à partir du 10e tour, ça y est, la course est lancée. Le coureur américain, il a donné le ton et maintenant, ça ne va plus s'arrêter pendant à peu près 20 tours. C'est la phase que j'ai appelée sauf qui peut, parce que sauf qui peut, ça part dans tous les sens, ça attaque, ça contre, ça se regarde, ça y retourne. C'est vraiment une phase de course très intense. On sent vraiment que les coureurs n'ont pas envie d'attendre l'arrivée, on veut être champion du monde et donc il va y en avoir de partout pendant ces 20 tours. C'est une phase de course où vous allez avoir des échappées qui vont sortir, ça va revenir, ça va se regarder, ça va repartir. Et à un moment donné, une échappée assez dangereuse va même partir puisque 6 coureurs, puis 8, puis 9 vont pouvoir prendre quelques mètres d'avance, surtout qu'il y a des coureurs très bons devant, il y a des favoris, il y a des outsiders qui sont à l'avant. Et on le voit, même les relais sont difficiles à passer à ce moment-là. Il faut savoir que lorsqu'on est dans une échappée de ce niveau, les relais ils se passent à peu près à 56-57 km/h et quand on en passe un ça va, mais quand on en a plusieurs à passer, qu'en plus les coureurs derrière rechignent un peu à la tâche, alors soit parce qu'ils sont fatigués ou soit parce qu'ils n'ont pas envie de trop se donner, de garder les forces pour l'arrivée, et bah forcément c'est une échappée qui aura du mal à tenir, surtout que derrière le peloton, les favoris ils veulent surtout pas laisser partir, et finalement au bout d'un moment ça va rentrer, mais ça a été 20 tours à peu près très très intense, ça roulait très vite et on va le voir sur les chiffres. C'est vraiment une phase de course qui va laisser des traces. Pendant 5 minutes, ça a été à bloc, à bloc, à bloc. 5 minutes à plus de 55 km/h de moyenne et des puissances très élevées, surtout qu'il y a eu des pics, des redescentes. C'est vraiment une phase de course qui va laisser des traces. Le moment décisif, c'est maintenant. Nous sommes aux 2 tiers de la course. Il reste donc à peu près 20 tours. Et les meilleurs coureurs, ceux qui vont vraiment pouvoir faire la différence, c'est maintenant qu'ils vont sortir. On sort d'une phase de course où on a légèrement temporisé après une période très intense. Et la bonne échappée va se faire maintenant avec des coureurs comme Sébastien Moura qui est champion d'Europe en titre, comme Roy Efting, le coureur hollandais, ou alors comme Karaliok, le champion du monde 2018 de la discipline. Et dans le peloton, ça temporise, on a tous besoin de récupérer. Il faut qu'on retrouve notre second souffle après cette période de course très intense. Et ça y est, la bonne échappée, elle est partie. Ce sont des coureurs qui n'ont pas forcément subi les à-coups, des coureurs qui avaient encore d'énergie à revendre. Et dans le peloton, on se regarde, on est en train de voir qui peut combler l'écart. Mais personne ne peut le faire parce qu'on est vraiment tous à bloc, on a vraiment tous besoin de récupérer. Et les meilleurs, ça y est, ils sont partis, ce sont eux qui vont jouer la victoire. Et c'est là où finalement les détails se font dans ce type de compétition. C'est vraiment sur des efforts comme ceux-là, on est capable de repartir après une période de course intense. Et les chiffres le prouvent, dans le peloton ça a temporisé, on a besoin de souffler et la vitesse ainsi que la puissance est forcément un peu plus faible. La confusion est totale en fin de course puisque
Seuls 4 puis 6 coureurs vont réussir à prendre un tour sur le peloton. Ça veut dire que la tête de course, elle n'est plus sur l'échappée, mais elle est sur le premier groupe de contre. Le réalisateur, il sait plus vraiment où donner de la tête, alors il se dit bon bah je vais filmer coureur allemand, comme ça au moins on sera tranquille. Mais en tout cas, nous on sprint pour la 12e place, mais on se retrouve à sprinter avec les coureurs qui eux jouent la victoire. Et donc c'est à fond pendant les 3 derniers tours. On est tellement à bloc, on est tellement plus lucide qu'on sait même plus avec qui on sprint, mais c'est plus très grave. Maintenant c'est à fond jusqu'à la ligne pour faire la meilleure place possible. Et pour finir, un sublime ralenti de ce sprint de folie où donc Karaliok, le coureur biélorusse, va réussir à l'emporter. Et nous, juste derrière, qui sprintons pour la 12e place avec notamment Sam Welsford, le champion du monde en titre, qui va régler le peloton pour la place de 12. Et moi en embuscade juste derrière. Les chiffres le montrent, on était vraiment à bloc. C'est pas le sprint le plus rapide que j'ai fait cette saison. Mais comme je vous l'ai dit, on sprint avec ce qu'on a, on donne tout ce qui nous reste pour faire la meilleure place possible, peu importe la vitesse à laquelle on va à ce moment-là. Et pour finir, le classement final. Alors je suis classé tout d'abord en 16e position. Mais une petite erreur s'était glissée dans le classement. Il aurait été rectifié quelques minutes plus tard par les commissaires UCI. Puisque le coureur néerlandais Roy Lefting avait pris un tour sur le peloton. Il avait été mal classé à ce moment-là. Et donc 6 coureurs ont réussi à prendre un tour sur le peloton. Et ensuite, il y a ensuite un contre de 5 coureurs. Et enfin nous, le peloton, pour la 2e place, réglé comme je vous l'ai dit par Sam Welsford. Avant de retourner face caméra, pour le bilan de ce championnat du monde, on va aller analyser les chiffres de ce scratch pour ce championnat du monde et on va aller tout de suite sur Velobook pour ça, une plateforme semblable à TrainingPeaks pour analyser les entraînements et les compétitions. Et voilà, on est devant les chiffres de ce scratch sur ce championnat du monde de Berlin et on va pouvoir prendre le temps ensemble d'analyser ces données. Alors, pour commencer, la durée de course. Cette course aura duré 16 minutes et 58 secondes. On va pouvoir arrondir à 17 minutes, sachant que je vous rappelle qu'il y avait 15 km au départ, soit 60 tours. Donc voici la durée de course. Pour la puissance moyenne, j'ai donc une puissance moyenne développée de 384 watts et une puissance normalisée de 411 watts, ce qui est vraiment très très élevé. Je pense que c'est l'une des plus élevées que j'ai connues cette saison, avec une puissance maximale aux alentours des 1300 watts que j'ai atteint au moment d'amorcer le sprint dans les 3 derniers tours. Alors c'est pas vraiment ma puissance maximale sur cette saison puisque j'ai atteint plus de 1650 watts lors du mois de décembre, mais avec le braquet que j'avais, ça reste quand même élevé. Les puissances normalisées et moyennes comparées à mon poids, en l'occurrence je pesais 73 kg au moment du championnat du monde, donc ces données sont un poil sous-estimées puisque là elles sont calculées par rapport à un poids de 74 kg. La cadence moyenne et la cadence maximale qu'il faut nuancé puisque Velobook a tendance à très légèrement surestimer la cadence. En l'occurrence, vous pouvez enlever 2 à 3 RPM pour cette cadence. Et enfin, mes données de fréquence cardiaque, sachant que j'étais malade au moment du scratch, j'avais un gros rhume et donc forcément on a tendance à perdre quelques pulses lorsqu'on est malade et un peu fatigué. J'ai atteint 2 fois ma fréquence cardiaque maximale, donc 289 pour cette course, au moment le plus intense de cette phase sauf qui peut et au moment d'entamer et de faire mon sprint final. Et donc c'est sur ces chiffres que va conclure cette analyse de cette course scratch sur le championnat du monde de Berlin. On se retrouve face caméra pour le bilan. Et voilà, c'est déjà l'heure du bilan. On se retrouve encore une fois dans mon bureau pour donc le bilan, alors pas chiffré, mais un bilan un peu plus global de ce championnat, de cette course scratch que nous avons décrypté ensemble juste avant. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette course a été très nerveuse et très décousue. Alors je pense que vous l'avez vu sur les plans que j'ai mis, mais de l'intérieur, vraiment, ça a été une course vraiment assez particulière. On sentait vraiment que tout le monde avait envie de gagner. Bon, c'est normal, on est sur un championnat du monde. Mais vraiment, ça a été une course particulièrement nerveuse. Des attaques dans tous les sens, ça se regarde, ça contre, etc. Donc c'était assez particulier. Et c'est peut-être la course la plus décousue que j'ai connue sur mes 3 championnats du monde. Ce qu'on peut dire ensuite, bon, vous l'avez vu aussi sur les chiffres, ça a été une course très très intense, ça a roulé très vite. Alors c'est peut-être pas là le scratch le plus rapide que j'ai fait dans ma carrière, je pense que le plus rapide c'était à Glasgow lors de la Coupe du Monde. Mais en termes de puissance, c'est l'un des plus puissants auxquels j'ai pu participer jusque-là. Et c'est intéressant parce que du coup ça montre que je progresse puisque j'arrive à
à m'en sortir plutôt bien sur des courses où ça roule de plus en plus vite et où les puissances sont de plus en plus importantes. Après, bien évidemment, derrière ça, il y a une grosse préparation, et il y a beaucoup de grosses compétitions aussi. Hein. Lorsqu'on fait des Coupes du Monde, des grands meetings UCI, bah forcément, ça nous aide à atteindre ces puissances-là lors des championnats du monde. Ce qu'on peut dire aussi globalement, c'est que je suis satisfait de ma course. Alors, il faut savoir que l'objectif de départ, c'était le top 10. C'est vraiment c'était l'objectif que je m'étais fixé pour ce scratch. Après, malheureusement, je suis tombé malade dans la nuit précédant le championnat et la course de scratch. Donc je me suis dit qu'avec un top 15 serait déjà pas trop mal au vu de mon état. J'étais pas dans un état extraordinaire, j'avais chaud, j'avais froid, le nez qui coulait, etc. Donc c'était assez compliqué. Mais c'était une place satisfaisante parce que j'ai vraiment été aux prises pour ce top 15 jusqu'au bout. Vraiment, ça s'est pas joué à grand chose. Et l'écart qui existe entre moi et les meilleurs coureurs, il est en train de se réduire petit à petit. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, mais je compte vraiment travailler très dur et petit à petit, bah voilà, obtenir un top 10, un top 5, pourquoi pas un podium un jour. En tout cas, c'est l'objectif et on va continuer à travailler très dur pour ça. Plus globalement, ce championnat du monde, clairement, c'est mon préféré. J'en ai fait 3, j'ai fait Apeldoorn, Brusco et Berlin, et c'est mon préféré. Alors, je n'étais pas forcément le plus objectif parce que Berlin, voilà, c'est une ville pour laquelle j'ai des attaches assez particulières, mais c'est vraiment mon championnat préféré auquel j'ai participé. L'ambiance et l'atmosphère a été extraordinaire, vraiment un public de fou tout au long de ces 5 jours de compétition. L'ambiance à l'intérieur du Vélodrome aussi était vraiment excellente. Les performances tout bonnement incroyables, des records du monde dans tous les sens, beaucoup de nouveaux matériels aussi, et on a pu tout au long de la semaine vraiment prendre beaucoup de notes, et en tout cas j'ai pris énormément de notes pour l'avenir, parce que voilà, c'est en vivant ces événements-là d'intérieur qu'on peut aussi progresser en prenant d'expérience, en apprenant des autres, et puis en appliquant par la suite ce qu'on a vu sur ces plus grandes compétitions internationales. Donc en tout cas vraiment ce championnat du monde il était vraiment extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup aimé y participer, et j'ai vraiment hâte d'être au prochain en octobre 2021. Ça c'était pour le championnat du monde. Maintenant, il est l'heure de conclure cette vidéo. J'ai 2 choses à vous dire avant de conclure et avant de terminer. La première, j'ai lancé mon compte Utip. C'est une plateforme qui permet aux créateurs YouTube d'être soutenus par celles et ceux qui regardent leurs vidéos. Vous avez 2 façons de faire, et bien évidemment le lien sera sur la description. Vous pouvez faire un don, mais il y a un moyen encore plus simple de me soutenir, c'est de regarder une pub. En regardant une pub gratuite qui dure entre 10 et 15 secondes, vous aurez la possibilité de me soutenir et de me permettre de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Pour moi, mais surtout pour vous. Bien évidemment, et nous en terminerons là-dessus, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter en masse, à la partager, à vous abonner et à activer les cloches pour les notifications, car il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver en cette période de confinement. Quant à moi, je vous dis à très vite, bien évidemment. Restez chez vous, prenez soin de vos proches, soyez forts les amis, restez forts. Salut.